Ah, je vais te niquer. Attention. Tiens. Ah. Putain, fils de pute, je vais t'enculer. Tiens, fils de pute. À Kings Island, c'est mieux que loup-garou à Walibi Belgium. Et tu vas arrêter de me casser les couilles avec ton wooden de merde. Fais chier. Loup-garou à Walibi Belgium, c'est vraiment de la merde, trou du cul. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Kings Island, avec un sacré programme ce jour, étant donné que le parc va nous permettre de partir à la découverte d'un bon paquet de Grand 8, un petit peu comme ça avait pu être le cas à Cedar Point la veille de cette visite. Kings Island se situe lui aussi dans l'Ohio, et comme vous pouvez le voir dans la vidéo consacrée à Cedar Point, il y a eu une énorme tempête la veille au soir qui a traversé tout cet état des États-Unis. On m'a dit au permis qu'il fallait avoir des nerfs d'acier des fois. Voilà. Et donc on avait un petit peu peur que beaucoup d'attractions ne puissent pas ouvrir le lendemain. Et en fait, tout tournait vraiment comme sur des roulettes, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Kings Island a donc ouvert ses portes en 1972 et est un parc qui a remplacé un autre parc populaire situé lui aussi près de Cincinnati et qui a dû fermer ses portes parce qu'il était situé sur un terrain inondable. Et ce parc s'appelait Coney Island. Une information qui va nous servir à établir l'étymologie de Kings Island. Ouais, après vu que je parlais aussi du fait que le parc a fermé parce qu'il était sur un terrain inondable, on a vu que quand Mère Nature se déchaînait dans l'Ohio, elle n'y allait pas de main morte. Kings Island a donc été bâti près de Kingsmill et tient donc son existence de la disparition de Coney Island. C'est donc tout à fait logiquement que le parc a été baptisé par un nom formé à la fois des informations quant à sa localisation géographique, ainsi que du nom du parc dont il tire ses racines, le parc s'appelant donc Kings Island. Kingsmill, Coney Island, Kings Island. Voilà, comme ça vous ne vous demanderez pas où se trouve l'île qui donne son nom au parc, parce que Kings Island n'est pas du tout situé sur une île. Le parc fut racheté par Paramount Parks en 1992, une filiale des célèbres studios de cinéma qui possédait en Amérique du Nord Canada's Wonderland, Carowinds, California's Great America ou encore Kings Dominion, et qui gérait également Terra Mythica en Espagne jusqu'à ce que le parc connaisse de gros problèmes de trésorerie. En 2006, Cedar Fair racheta Paramount Parks et par extension tous les parcs que possédait la filiale, plaçant ainsi sous son giron tous les parcs nord-américains, mais se délestant néanmoins de tous ses liens avec Terra Mythica. Aujourd'hui, Kings Island c'est plus de 3,4 millions de visiteurs à l'année, et c'est aussi une offre très orientée autour des roller coasters qu'il nous tardait vraiment de pouvoir découvrir, notamment un petit Grand 8 à faire impérativement de nuit dont je vais vous parler au sein de cette vidéo. Alors ne perdons pas plus de temps et partons immédiatement à la découverte de Kings Island, et pour ce faire je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 11e jour de notre trip américain, et aujourd'hui nous allons nous attaquer à Kings Island, autre gros parc Cedar Fair qui nous fait dire que dans l'Ohio, les passionnés de montagnes russes sont quand même pas mal lotis, étant donné qu'entre Kings Island et Cedar Point, il y a largement de quoi faire. Après avoir franchi l'entrée du parc, qui est somme toute assez dégueulasse, je peux vous signifier le fait que le danger de l'insolation planera sur nous tout au long de cette journée, étant donné qu'il s'agit du premier jour de canicule qu'on va se coltiner pendant un bon moment sur ce trip, avec ici un thermomètre atteignant gentiment les 48 degrés au soleil. Du coup, j'aime autant vous dire qu'on va très largement profiter de notre package boisson à volonté dans tous les parcs Cedar Fair, auxquels nous avons souscrit lors de notre visite de Dorney Park. Bon, maintenant qu'on sait qu'on
risque de fondre comme neige au soleil durant l'intégralité de cette journée, partons à la découverte de ce parc et de son emblématique tour Eiffel reproduite à l'échelle 1/3, qui sonne aussi faux pour nous que ce semblant de reproduction d'un balcon parisien pour lequel on a envie de leur dire qu'aucun appartement de ce type ne laisse apparaître le numéro du logement sur la porte comme il le laisse entendre ici. Ah vraiment, on peut dire qu'on a affaire à un parc typiquement américain parce que même quand ils veulent nous faire voyager en Europe, ils bardent le tout d'approximations culturelles dont ils ont quand même un peu de mal à se défaire. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, on est dans un parc qui sent vraiment très fort les États-Unis et d'ailleurs, manquerait plus qu'un aigle survole le parc histoire d'alimenter un peu plus le cliché. Ah bah, ça tombe bien, il y a vraiment un aigle qui survole le parc. Et bon ben voilà quoi, hein, c'est les États-Unis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, il est temps de commencer à s'attaquer au premier des 15 crédits que nous ajouterons à notre compteur ce jour, avec ici Racer, un wooden coaster PTC ouvert en 1972. Bon par contre, vous me pardonnerez parce que comme à l'habitude de le faire first drop, je vous ai moi aussi laissé à l'intérieur du casier dans lequel on doit déposer nos effets personnels avant d'accéder à l'attraction. Bon, comme son nom l'indique, Racer est bel et bien un racer, et que les chasseurs de crédit se rassurent, si la voie rouge était la seule ouverte en cette matinée, la voie bleue ouvrira plus tard dans l'après-midi pour nous permettre déjà d'ajouter le crédit, mais aussi pour pouvoir faire la course et battre à plat de couture les riders du train d'en face, alors que l'arbitrage a clairement acté que les deux trains avaient été dispatchés en même temps. Ah bah oui, c'est important d'avoir un arbitre quand on fait un racer. Les deux voies sont donc une réplique l'une de l'autre en miroir, et si le coaster n'est clairement pas un monstre de sensation, on peut se réjouir du fait que le tracé soit doux et agréable avec des virages se faisant surtout en haut des côtes et à vitesse moindre. Le tout histoire d'éviter les gros taquets qu'on pouvait se prendre lorsque les bankings étaient calculés de façon un peu plus approximative qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui avec les moyens technologiques modernes utilisés pour designer des coasters. De fait, ça passe bien et s'il est tout à fait anecdotique lorsqu'il ne tourne qu'à une voie, Racer devient tout de suite plus amusant lorsqu'on fait la course avec le train adverse. Ce qui est quand même l'intérêt premier de ce type de Grand 8, ça je peux vous le concéder. Le prochain coaster que nous riderons ce jour se situe dans la zone 72, qui ne devrait pas être sans vous rappeler une certaine zone 51. Cette zone abrite notamment Flight of Fear et Orion, mais celui par lequel nous allons commencer, c'est bien Flight of Fear. Il s'agit là d'un LEM Coaster Premier Rides ouvert en 1996, attraction qui est une survivante de l'époque Paramount, et que j'étais très curieux de pouvoir essayer. Le coaster est totalement indoor et se trouve d'ailleurs dans le bâtiment que vous avez là devant vos yeux. Commençons donc avec la très jolie file d'attente du coaster, qui donne à voir une soucoupe volante que semble étudier une équipe de scientifiques après que celle-ci se soit échouée sur notre planète et qu'elle ait été sécurisée dans ce hangar. L'effet de miroir qui permet ici de pousser les murs et de tromper notre œil pour faire paraître la salle plus grande qu'elle ne l'est réellement est franchement réussi, et on mettra un peu de temps avant de se rendre compte du subterfuge. Côté station du coaster, c'est également bien fichu, avec notamment ces aliens endormis renfermés dans des capsules de verre et baignant dans un liquide permettant de les maintenir en vie. Enfin bon, là c'est moi qui extrapole la storyline, hein. Là où ça pêche davantage, c'est du côté du confort des trains. Déjà, c'est toute une histoire pour y embarquer, et ce, quel que soit le gabarit, tant les habitacles sont étroits et tant le système de retenue est oppressant. En plus de la grosse lap bar, nous avons droit à des ceintures à clipser sur le côté qui serviront de système de redondance. Et je peux vous garantir qu'il ne faut pas être claustro pour s'installer dans un de ces trains, tant on a l'impression de manquer d'air et d'espace une fois à bord. On n'est pas loin des pires trains jamais conçus, mais bon, on en a l'habitude avec Premier Rides, hein. Voici venu le temps de la dispatch, où l'opérateur jouera avec nos nerfs avant de nous envoyer valdinguer sur un launch à hélium effectué depuis la station. Si le launch n'est pas très puissant, il envoie quand même quelques guillis dans le ventre qu'on affectionne tant sur les démarrages de ce type. Ensuite, partons du principe que le reste du tracé du coaster est un énorme spaghetti ball. Ça m'évitera la peine d'avoir à vous détailler le parcours qui est totalement indétaillable dans sa s'enchevêtre dans tous les sens. Pour vous aider à comprendre, allez voir à quoi ressemble Joker's Jinx à Six Flags America que nous avons également raidé pendant ce trip. Étant donné que c'est exactement le même parcours que Flight of Fear, mais là-bas le coaster se situe à l'extérieur. Mais revenons à Flight of Fear si vous le voulez bien. Au programme ici, un coaster de 22 mètres de hauteur, 824 mètres de longueur pour une vitesse de 87 km/h. Flight of Fear commence avec un chouette Cobra Roll ainsi qu'un Sidewinder qui vous mettra un petit taquet en sortie, puis la suite est assez brinque-ballante pour ne pas dire brusque. On enchaîne des virages serrés qui vous surprendront d'autant plus que vous êtes dans le noir total, jusqu'à ce que vous arriviez sur les freins de mi-parcours qui freinent tellement que le train finit presque par s'arrêter. De fait, toute la partie qui suit est d'une mollesse absolue et on se dit que c'est clairement dommage d'avoir coupé l'élan de la machine en la privant de l'énergie qui donne tout son sens à ce coaster. En cela, la version de Six Flags
Tracks America est une bien meilleure version, étant donné que là-bas c'est très simple, il n'y a pas de frein de mi-parcours, donc le train trace de bout en bout. Au final, il s'agit là d'un coaster plutôt frustrant, donc franchement décevant, dont on soulignera néanmoins la fort sympathique file d'attente et son ambiance qui fonctionne parfaitement bien. Et puis la clim, par cette forte chaleur, on se dit que c'est quand même une bien belle invention. Revenons un peu à la lumière du jour, ainsi qu'à la chaleur abrutissante, et attaquons-nous maintenant à la très grosse nouveauté 2020 de Kings Island, à savoir Orion, un hypercoaster BM de 87 mètres de hauteur, mais disposant d'une première drop faisant 91 mètres, avec un tracé d'une longueur de 1621 mètres et d'une vitesse de 146 km/h. Ce très gros joujou a également pour lui d'être accompagné par les envolées épiques d'Imascore, ajoutant à la stature et à la superbe de cette structure que l'on pourrait qualifier d'intimidante. L'idée avec Orion, c'est de prendre le voisin Diamondback, autre hypercoaster de Kings Island, au stade plus modeste dont nous parlerons par la suite, et d'en faire une version XXL. Et là, c'est clair que ça en impose. On pourrait par ailleurs se dire que le parc a ici eu pour ambition de frapper aussi fort qu'un autre parc Cedar Fair, à savoir Carowinds avec son formidable Fury 325. Bon, mais qu'en est-il réellement d'Orion? Après avoir grimpé l'immense lift du coaster qui donne à avoir une superbe vue sur le monde qui nous entoure, nous dévalons la première descente de 91 mètres inclinée à 85 degrés. En d'autres termes, nous dégringolons le long d'un immense mur particulièrement jouissif et qui fera office d'entrée en matière tout à fait mémorable. Nous partons ensuite à l'assaut d'un très grand camelback de 53 mètres de hauteur qui nous enverra une bonne dose de G négatif. Ah bah en fait non, étant donné que ce camelback est incliné sur le côté histoire de tuer dans l'œuf toute possibilité d'airtime. Bon bah tant pis, on se rattrapera sur le prochain élément. Ah bah en fait non, parce qu'en ce qui concerne l'élément suivant, à savoir ce grand demi-tour, c'est exactement la même chose. Pas de petite bosse au sommet pour chatouiller le zigouigoui. Non mais vraiment, de qui se foutons ici? Nous arriverons finalement sur une nouvelle petite bosse qui nous apportera quant à elle notre dose de G négatif syndical, avant que nous ne poursuivions avec un nouveau camelback tout à fait inoffensif à cause des trim breaks qui lui massacrent la gueule, pour poursuivre vers une esperluette rabougrie dont on ne retire pas forcément grand chose. Nous terminerons ensuite avec une nouvelle petite bosse inclinée aussi fade que le reste qui débouchera sur les freins finaux. Non mais attends, c'est vraiment ça Orion? C'est vraiment tout ça pour ça? Non parce que je veux bien, mais là c'est un hypercoaster à 30 millions d'euros quand même, c'est pas le petit Gerschloer un peu naze dans un petit parc européen, là on est sur de la Rolls-Royce en théorie. Ouais, et ben entre la théorie et la pratique, hein. Orion possède certes une excellente première descente et la sensation de vitesse qu'on a à bord est très sympathique, mais Orion souffre du syndrome Millennium Force, dans le sens où à part la vitesse, les arguments en sa faveur ne se bousculent pas au portillon. Le coaster fait certes 1600 mètres, mais s'avère beaucoup trop court en termes de ressenti, tant ces 1600 mètres sont avalés en un rien de temps et que, surtout, il ne s'est pas passé grand chose pendant tout le parcours. Les boss manquent cruellement de peps, ça manque d'éléments, ça manque d'idées, il y a presque que des éléments inclinés qui annihilent les potentiels airtime, et surtout, le coaster a ouvert 5 ans après le génialissime Fury 325. Et Fury 325, bah faut bien dire qu'il colle une branlée à Orion dans tous les domaines. Alors c'est pas désagréable à faire, hein, loin de là, d'ailleurs je l'aurais fait 5 fois pendant la visite, faut aussi dire que le parc était désert, mais c'est quand même à la fois très frustrant et très décevant compte tenu de la taille de l'engin et de l'investissement alloué à sa création. Passons-en maintenant à un autre grand 8 signé Premier Rides, à savoir Backload Stunt Coaster, un grand 8 initialement ouvert en 2005 sous le nom de Italian Job Stunt Track lorsque le parc était encore détenu par Paramount. Au programme de celui-ci, un parcours long de 597 mètres, haut de 14 mètres mais avec une descente maximale s'élevant à 9 mètres, ainsi qu'une vitesse de 64 km/h. Le coaster possède par ailleurs 2 launches à technologie LIM, et on se dit que ça doit quand même pas mal pomper de jus avec Flight of Fear non loin de là. Le coaster en lui-même est donc très familial, et s'avère être une suite d'hélices, de virages un peu secs avec quelques petites drops, un horseshoe et des launches simulant l'accélération de la voiture. Sur le parcours se trouve également une scène à effets spéciaux qui n'est clairement plus ce qu'elle a dû être quand tous les effets fonctionnaient, avec ici seules quelques petites boules de feu déclenchées par du propane dans cette séquence censée être une attaque d'hélicoptère. On ajoutera également la meilleure partie du circuit, à savoir un court passage dans le noir qui ajoute un peu d'intensité à l'affaire, sur lequel débouchera la descente iconique du coaster à travers la fameuse affiche Backload Stunt Coaster. Cette montagne russe m'a pas mal fait penser à Fiorano GT Challenge, situé à Ferrari World Abu Dhabi, aussi bien dans la philosophie de son parcours qui prend vraiment en compte le fait que le visiteur se situe dans une bagnole, mais aussi par l'aspect finalement très oubliable et anecdotique du tout. En termes de déco, bah tout sonne très creux, très vide, tous les bâtiments ne sont que des façades, la plupart des effets ne fonctionnent plus, le confort des trains est à l'image de ce que c'est faire Premier Rides, c'est-à-dire complètement naze, et on en ressort en se disant que ça aurait
aurait pu être rigolo, mais que c'est finalement assez plan-plan ce Backlund Stunt Coaster. Bon, je vous rappelle qu'il fait gentiment 3000 degrés aujourd'hui, donc on va aller rapidement se faire rincer la courge à bord du Rafting Tamine local, à savoir Whitewater Canyon, sur lequel il ne se passe pas grand chose, mais qui a pour lui de se trouver dans la forêt et de proposer un final bien humide que je n'aurais pas eu l'occasion de vous filmer tant le tracé est planqué derrière la végétation. Toujours est-il que je ne peux que vous signaler le fait que cette douche nous a fait beaucoup de bien. Et comme je sais que vous êtes très curieux, je vois que vous avez constaté qu'il y avait de jolis rails en bois qui passaient juste au-dessus du parcours du raft. Ah bah, on ne vous la fait pas à vous, hein. Il s'agit bel et bien des rails de Mystic Timbers, un wooden coaster GCI ouvert en 2017 que nous allons aller rider immédiatement. La première chose qui frappe en arrivant devant l'entrée de ce coaster, c'est que Cedar Fair s'est enfin décidé à habiller un peu ses rides et à les inscrire dans un environnement thématique. Ici, on a de la déco avec cette bagnole abandonnée à l'entrée, une soundtrack à nouveau signée Imascore et une file d'attente baignant dans une ambiance mystérieuse nous faisant part d'une forêt dans laquelle se déroulent d'étranges phénomènes qu'il nous faudra aller inspecter de nous-mêmes. D'ailleurs, il nous est précisé qu'il y a une chose à ne surtout pas faire pendant notre vadrouille, c'est-à-dire d'aller dans le hangar. Une voix déclarant à qui veut l'entendre « Don't go in the shed ». Ah bah oui, ça change du coaster bazardé sur une portion de parking inusitée, hein, on est d'accord. Reste plus maintenant qu'à savoir si le coaster vaut le coup ou si ce sera un pétard mouillé de type Orion. Mystic Timbers, c'est donc un circuit en out and back long de 995 mètres, culminant à 33 mètres de hauteur et atteignant la vitesse de 85 km/h. Des stats plutôt modestes pour un coaster américain ouvert au sein d'un groupe qui fait bien souvent la course aux chiffres, mais ne vous fiez pas aux apparences. Le coaster nous fera progresser à travers un parcours typique de GCI, c'est-à-dire le long d'un tracé totalement désorientant, une désorientation largement appuyée par le fait que Mystic Timbers va se perdre dans la forêt. Un parcours erratique rajoutant ainsi au côté totalement imprévisible de la chose. Le fait qu'on limite ici toute possibilité d'anticipation accentue absolument toutes les sensations induites par la surprise, mais aussi par la vitesse frénétique de la bête qui ne semble faire qu'accélérer en permanence. On se prend des virages en veux-tu en voilà, des boss sur lesquels les airtime sont franchement surprenants pour du GCI, et le tout rivalise très clairement avec des wooden bien plus imposants sur le papier. Le final, vous vous en doutez, se trouve donc dans ce fameux hangar dans lequel on nous répétait de ne pas nous aventurer avec la phrase « Don't go in the shed ». Don't go in the shed. This is a restricted area. This is a don't go in the restricted. Go in the shed. Go in the shed. Go in the shed. Go in the shed. Ce hangar se trouve en fait être le staging de l'attraction thématisée pour l'occasion, dans lequel se trouve une courte portion Dark Ride qui nous fera patienter le temps que la gare se libère et que nous puissions y accéder. Une portion Dark Ride au cours de laquelle nous comprendrons pourquoi il ne fallait pas entrer dans ce hangar. Et question refaisabilité, sachez qu'il existe 5 scénarios différents pour ce final. Et même si ça ne révolutionnera pas le genre, loin de là même, cette portion a au moins le mérite d'exister, et on se dit qu'on a clairement fait des efforts chez Cedar Fair en ce qui concerne la thématisation et la création d'univers. Mystic Timbers est clairement le meilleur GCI que j'ai fait à ce jour, avec un layout complètement dingue sur lequel le train ne fait que tracer, un confort irréprochable, un goût de reviens-y très prononcé tant on a envie de remonter dessus dès que le tour prend fin, quand bien même on en a eu pour notre argent pendant le détour, étant donné que Mystic Timbers ne donne même pas la sensation d'être trop court. C'est vraiment le GCI sur lequel j'ai le plus pris mon pied à l'heure actuelle, et j'irai même plus loin, c'est vraiment le meilleur coaster du parc lorsqu'il fait jour, parce que oui, Kings Island possède un autre coaster qui devient l'une des meilleures expériences du monde lorsqu'il fait nuit. Mais ça, bah, on en reparlera tout à l'heure. C'est donc fort conquis par cet excellent grand 8 que nous passons maintenant à son voisin, à savoir l'hypercoaster BM nommé Diamondback, qui est ouvert en 2009. Et donc, bah, Diamondback a ouvert 11 ans avant Orion, élément de comparaison qui va nous servir. Diamondback, c'est un grand 8 long de 1610 mètres, haut de 70 mètres et atteignant la vitesse de 128 km/h. Ce coaster est donc presque 20 mètres moins haut qu'Orion, il fait la même longueur que son immense voisin à 10 mètres près et il est plus lent de seulement 18 km/h. Et avec tout ça, Diamondback arrive à éclater Orion sur presque tous les points. Le coaster possède des trains panoramiques qui nuisent certes à la cohésion de groupe au moment du ride, mais qui ajoutent clairement à la sensation de liberté qu'on peut ressentir une fois le train lâché sur le tracé. Le tracé justement, parlons-en. Nous commencerons avec une très belle première descente qui nous emmène le long d'une drop de 65 mètres qui fait donc 26 mètres de moins que celle d'Orion. Donc en ce qui concerne cette drop et son formidable effet d'aspiration, le prix du fun ira du côté du géant bleu. En plus,
inclinaison à 85 degrés de la drop d'Orion, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Après cette descente, nous arrivons comme tout hyper qui se respecte sur un premier camelback très agréable et bien planant, exactement ce qu'on recherche sur un grand 8 de ce type, avec des airtime très longs et très ronds. Place ensuite un nouveau camelback pris à bonne vitesse et également généreux en termes de décollage de fesses pour nous amener sur un horseshoe qui nous écrase bien dans le siège. Puis arrive une nouvelle bosse malheureusement précédée d'un trim break qui nous empêchera de bien en profiter. Suite au frein de mi-parcours, nous trouverons deux nouvelles bosses flottantes qu'on aurait aimé un peu plus fournies en G négatif, mais qui n'en reste pas moins deux nouvelles bosses bien agréables. Puis le tout se clôture avec une zone de splash aussi inutile on-ride que off-ride, mais qui permet néanmoins de faire de jolies prises de vue. Diamondback est donc un coaster que nous avons tout à fait apprécié, que ce soit pour son tracé dynamique, soutenu et rythmé, tout ce que n'arrive pas à proposer Orion en fin de compte. On appréciera également beaucoup son intégration dans la forêt, qui permet d'aller faire une petite balade en s'éloignant des allées du parc, donné que propose d'ailleurs bon nombre de coasters de Kings Island. C'est un coaster qu'on aura pris beaucoup de plaisir à faire, à refaire et à re-refaire, et qui fait clairement beaucoup d'ombre à Orion. Un comble pour un coaster 20 mètres moins haut et plus âgé de 11 ans. Mais vous vous souvenez quand je comparais la longueur des deux coasters, qui est la même à 10 mètres près? Eh bien, autant sur Orion, on a vraiment l'impression qu'il y a un clair manque d'idées et que le coaster souffre d'un trop peu d'éléments faisant qu'on se dit qu'il est hyper court, autant sur Diamondback, tout s'enchaîne avec une grande fluidité, sans temps mort et sans moment de platitude exacerbée comme peuvent l'être les bosses inclinées d'Orion. Côté Diamondback, les points négatifs se situeront davantage du côté de ce satané trim break qui n'a pas vraiment de justification et qui vient pourrir la troisième bosse. Ainsi que du côté de la zone de splash dont on ne profite absolument pas à bord du train, sauf si, comme Valentin, vous êtes suffisamment couillon pour tourner votre tête vers l'arrière et vous prendre une faciale alors que vous êtes sur la dernière rangée. Une splash zone dont on ne profite pas non plus à l'extérieur tant cette zone est éloignée de toute allée. Donc en dehors du fait de ne se prendre aucune éclaboussure, on ne se prend même pas un seul embrun. Mais voilà, ne boudons pas notre plaisir, le coaster est très agréable à rider, il s'avère très doux et très confortable, sans vibration dans les creux, et ça aura été un vrai plaisir à chaque fois qu'on aura posé nos fesses dessus. Avant d'en revenir aux attractions plus costauds, allons faire un tour du côté de Planète Snoopy, à savoir le quartier pour les mioches de Kings Island. Au programme ici, du crédit, du dark ride et du flume, comme ici avec ce Flumaro de 1972 nommé Charlie Brown's Rushing River Log Ride, un flume qu'on aura laissé passer malgré la chaleur car ne comportant qu'une seule descente de 15 mètres de hauteur. Alors oui, il faisait très chaud, mais malgré ça, ça n'avait pas l'air d'être ce qu'il y a de plus humide, donc on s'est dit que ça ne valait pas forcément le coup qu'on perde du temps là-dessus. Non loin de ce flume, il y a un coaster qui nous permet de nous rappeler de façon pas forcément très agréable que c'est bien que Vekoma ait fait évoluer ses rides dans le bon sens. Pour nous aider à nous remémorer tout ça, nous serons donc allés rider Flying Ace Aerial Chase, renommé en 2024 Woodstock's Air Rail, et totalement repeint en vert pour les rails et en marron pour les supports. De couleur moins criarde que ces jaunes et orange pétants, pas forcément très heureux. Au programme ici, un Suspended Family Coaster de 342 mètres et surtout une machine d'un inconfort redoutable au plaisir de ride quasiment égal à 0 et d'une brusquerie insensée. Ah, c'est sûr que quand on compare cette merdouille au SFC moderne type Orochi ou Orkanen, c'est pas du tout la même chanson. Et en ce qui concerne ce Flying Ace Aerial Chase, je peux vous dire que ni les adultes ni les enfants ne semblaient avoir pris un quelconque plaisir dessus au moment de leur retour en station. Autre crédit devenu un coaster à comptabiliser depuis maintenant quelques années, Surf Dog, un disco coaster Zamperla en plein cagnard. Celui-ci dispose d'une nacelle rectangulaire et non pas circulaire, exactement comme on avait pu en trouver la veille à Cedar Point. Cette attraction ouverte en 2006 est donc plus agréable que les discos à nacelle circulaire, dans le sens où les forces sont mieux équilibrées et qu'on ne se retrouve pas avec le bide écrasé contre l'avant de l'assise à cause de la force centrifuge. Donc non, ça ne casse vraiment pas des briques, mais ça reste plus sympa que les discos qu'on connaît par chez nous. Poursuivons la chasse au crédit avec Woodstock Express, qui n'est pas un junior Vekoma comme à Cedar Point, mais bel et bien un petit wooden coaster PTC ouvert en 1972 et à destination des jeunes bambins. Alors clairement, ce petit coaster ne comblera pas notre appétit de sensations, mais il reste une bonne machine pour le public qu'il vise, et se trouve être une bonne entrée en matière dans le monde des wooden coasters pour les gamins qui s'y essaieront. Pour nous, adultes, les trains seront très étroits, avec les jambes qui taperont contre l'habitacle, mais encore une fois, pour les enfants, c'est nickel. Et le coaster est qui plus est suffisamment doux pour que les gosses puissent en profiter à fond. D'ailleurs, celui-ci a été le premier coaster de beaucoup d'Américains qui lui vouent une sympathie sans faille aucune, nostalgie oblige. Autre chose plutôt amusante à noter, c'est que malgré que le parc soit vide, les animations de rue ont tout de même lieu, avec ici un petit spectacle à destination des gosses qui se tenait quand même alors que il y avait strictement personne pour le regarder. C'est à la fois très gênant pour les comédiens que génial de se dire que même les journées très peu peuplées comme celle-ci, le parc maintient tout de même toutes ses animations. Et c'est vrai qu'au global, par rapport à ce que Cedar Fair a pu être auparavant, on se dit que la qualité de service s'est quand même très nettement améliorée. Parlons maintenant du point qui fâche, à savoir la déconvenue de la journée avec Great Pumpkin Coaster, un Family Coaster Miller qu'on aurait très volontiers ajouté à notre compteur, mais qui était strictement interdit à
tout adulte non accompagné d'un enfant. Et comme à 30 ans passés, c'est pas franchement terrible de demander à un parent si on peut faire l'attraction avec son gamin, nous avons essayé de parlementer avec l'opérateur sans pour autant que cette tentative ne débouche sur un quelconque succès. Du coup, vous l'avez compris, dans le cululu pour le plus 1. Bon, là par contre, il faudra vraiment me croire sur parole, la température commence à sérieusement devenir insoutenable. Donc il va falloir que nous fassions une petite pause à bord d'un Dark Ride ultra climatisé présent dans cette zone planète Snoopy. Et pour ce faire, attaquons-nous à un autre survivant de la période Paramount avec Boo Blasters on Boo Hill, un Dark Ride interactif signé Sally et ouvert en 2010. Qui n'est d'autre que l'ancien Scooby-Doo's Haunted Mansion ouvert en 1998, dont on a simplement retiré toutes les références à Scooby-Doo depuis la perte de la licence induite par le départ de Paramount. Et si vous voulez aller plus loin dans les couloirs du temps, Scooby-Doo était lui-même le remplaçant d'un Dark Ride signé Morgan et fonctionnant lui aussi en Omnimover. Dark Ride ouvert en 1992 qui s'appelait alors Phantom Theater. Ils sont partis dans les couloirs du temps. De l'Omnimover donc, c'est ce qu'on nous propose ici. Un ride system qui permet à l'attraction d'avoir un excellent débit, quand bien même la journée ne se prêtait pas à ce constat tant le parc était vide. La plus grande qualité de Boo Blasters on Boo Hill est donc d'être un Dark Ride ultra climatisé, et en cela c'est un vrai bonheur. Après, le ride en lui-même n'est pas foufou. Tout est très répétitif, aussi bien dans la DA des décors majoritairement en 2D que dans la conception même de ceux-ci, faisant penser au Pinocchio ou au Blanche-Neige de Disneyland Paris. Les pistolets manquent cruellement de précision, faisant qu'on passe très souvent à côté des cibles et donc du déclenchement de l'animation qui leur sont adjointes. Et du fait qu'il s'agisse de l'ancien Scooby-Doo auquel on a simplement soustrait toutes les références, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de clins d'œil et certainement beaucoup de l'humour qui devait ajouter à l'expérience de ride. La séquence la plus étonnante de ce Dark Ride se situera proche de la fin du parcours. Nous atterrirons dans une salle plongée dans le noir, dans laquelle se trouve un grand nombre de squelettes qui feront peur aux gosses avec leurs yeux rouges qui nous scrutent de façon menaçante et un éclairage stroboscopique qui accompagnera chacun de nos tirs réussis sur ces squelettes, les faisant donc apparaître de façon très succincte et d'autant plus flippante. En tout cas, c'est clairement une scène à traumatiser les gosses, et autant ça nous aura bien fait marrer, autant je pense que la marmaille doit sortir de là en hurlant à la mort. Allez, on aura finalement réussi à venir à bout des ghouls, le soleil sera revenu, et on jettera un œil au score lamentable de Valentin, qui avec un score de 420 ne décrochera pas mieux qu'un blaster débutant, donc même pas un blaster amateur ni blaster apprenti. Vous pouvez donc dès maintenant lui dire à quel point il est mauvais en commentaire de cette vidéo. Après avoir fait le côté blue de Racer pour pouvoir ajouter le deuxième crédit de ce coaster et enfin faire la course avec nos adversaires, nous serons allés nous attaquer au Mine Train Arrow du parc, à savoir Adventure Express, ouvert en 1991. 1991, oui, c'est-à-dire que B&M avait déjà commencé à faire ses stand-up et que l'excellent Kumba de Busch Garden Stampa allait ouvrir 2 ans plus tard. Ah bah ça, la modernité et Arrow, c'était pas toujours une grande histoire d'amour, d'autant plus quand on sait que c'est un coaster ultra moderne pour l'époque qui aura précipité la fin du constructeur. Enfin ça, c'est une autre histoire. Adventure Express, c'est donc un Mine Train Arrow long de 903 mètres, haut de 19 mètres et poussant à 56 km/h. Comme beaucoup de coasters de Kings Island, la localisation de celui-ci en périphérie du parc avec un tracé entouré d'arbres est un véritable atout pour le ride. Le coaster est habillé, il y a pas mal de tunnels, pas mal d'interactions avec des éléments de décor, et on sent qu'à l'époque, le parc avait quand même tenu à faire de l'expérience de ce ride une expérience allant au-delà du simple coaster posé sur sa parcelle. Maintenant, il faut aussi dire ce qui est, s'agissant d'un Mine Train Arrow, c'est d'un inconfort total, les bankings vous déboîtent les vertèbres, le train est catastrophique en termes d'assises et de système de retenue, c'est vraiment très mauvais. Le côté le plus baroque et le plus amusant de toute cette affaire, c'est clairement le lift final de la bête qui nous permettra de revenir en station. Ici, c'est comme si le 3e lift de BTM à Disneyland Paris, comportant notamment les rochers qui nous tombent sur la gueule ainsi que les effets d'explosion, ne débouchait finalement que sur les freins de fin de parcours, et donc la station du coaster qui nous permettra de débarquer. De fait, oui, c'est chouette d'avoir habillé un lift de toute façon nécessaire à notre retour en station, mais en termes de conception de climax, ne rien offrir après un lift comme celui-ci, si c'était le débarquement alors que l'animatronique placé en son sommet nous dit You have disturbed the Forbidden Temple, now you will pay, à traduire par vous avez perturbé le temple interdit, maintenant vous allez payer, c'est quand même un peu frustrant. Enfin, c'est vrai qu'on a suffisamment payé tout au long du parcours avec nos côtes cassées et nos vertèbres déplacées.
passer, je suis d'accord. Allez, passons-en maintenant à une autre bébête qui n'est pas du tout de la même trempe qu'Adventure Express, à savoir Banshee, l'énorme invertide pondue par B&M en 2014. Banshee, c'est déjà le plus long invertide B&M du monde, plus long encore qu'Alpengeist à Busch Gardens Williamsburg. Banshee, c'est 1257 mètres de long, 51 mètres de haut pour une vitesse de 109 km/h. Ah bah ça, oui, on a affaire à une sacrée bébête en termes d'invertide. Le coaster possède ses saloperies de harnais à veste souple, mais au moins les vestes restent extensibles même quand le train a quitté la gare, donc on va dire que c'est un moindre mal. Le train s'en va donc pour grimper ce lift de 51 mètres, lift autour duquel vient s'insérer un vertical loop qui donne une allure folle au coaster dès lors qu'on arrive devant. Au sommet du lift, le train s'élance dans une première descente très inclinée et hyper jouissive. Mettez-vous à l'arrière et je vous garantis que ce sera un vrai régal, notamment dans l'éjecteur latéral que provoquera la bête. Nous dévalerons donc les 45 mètres de cette drop pour ensuite aller tâter un dive loop déjà très intense, et pourtant on est vraiment qu'au début de ce festival de G positif qu'est Banshee. Nous poursuivons avec le fameux vertical loop en serrant le lift qui nous plaquera bien dans le fond du siège pour arriver ensuite sur un zero G-roll très aérien et qui permet de respirer avant que n'arrive l'enchaînement le plus intense de toute cette histoire. Je veux bien sûr parler du pretzel knot qui forme ici comme un pretzel loop de flying, les pretzel loop étant pour moi l'inversion la plus intense du monde, mais ici en mode inverted. Alors là, je peux vous dire que tout le haut de votre corps est absolument délaissé de tout globules rouges qui ont tous été congédiés dans vos pieds, donnant lieu à une sensation extrêmement intense et extrêmement vive de picotement dans les pattes. Nous poursuivons avec un vertical loop plus serré que le premier et lui aussi particulièrement intense pour en arriver à un étrange moment de légèreté avec une inline twist qui offrira un langoureux hang time. S'en suivra un dernier petit virage pour finir et nous arriverons sur les freins finaux. Banshee, c'est de très fortes accélérations qui te collent une énorme dose de G positif dans la tronche, plus encore que Raptor à Cedar Point ou Monster à Walligator. Pour faire simple et être très clair, il s'agit là du coaster le plus intense du parc et d'un des coasters les plus intenses du trip. Et tout en ajoutant des éléments inédits sur un inverted B&M, notamment le pretzel knot ou l'inline twist, Banshee est un coaster de l'ancienne école, qui base la majorité de ses sensations sur les accélérations et les forces positives que va subir notre corps. Tu arrives au sommet d'une inversion, donc tu décélères et tu vas reprendre une vitesse énorme tant les inversions sont hautes et tant le train a de la marge entre la fin de la première inversion et la suivante pour reprendre de la vitesse. De fait, tu te retrouves très souvent avec le sang dans les pieds, avec des fourmis dans les jambes et la sensation de puissance est vraiment hyper impressionnante. À l'arrière, c'est vraiment insensé. Puis avec cette chaleur de dingue, je peux vous dire que les sensations étaient clairement décuplées, d'autant que le train fonçait vraiment à pleine balle. Contrairement à ce qu'on a pu m'en dire, Banshee ne comportait ce jour-là aucune vibration désagréable et le coaster était même d'une fluidité remarquable, faisant qu'il se hisse sans trop de problèmes parmi les meilleurs inverted B&M que j'ai pu rider à ce jour avec son comparse Applegeist situé à Busch Gardens Williamsburg. On passera néanmoins sur sa gare un peu dégueulasse représentant une chapelle mais qui fait plus penser à un amas de parpaings peints qu'autre chose et on se dira que vraiment il s'agit là d'une bécane à rider absolument. Ah, le petit Banshee au crépuscule avec le soleil qui dépassait à peine de l'horizon et qui nous faisait face alors que nous étions la tête en bas dans le dive loop, je peux vous dire que c'était un grand moment d'anthologie. Enfonçons-nous maintenant dans un lieu qui semble être assez méconnu ou assez délaissé par les visiteurs de Kings Island, un lieu absolument désert qui se situe tout au nord du parc et dans lequel vous trouverez notamment l'ancienne gare de Son of Beast, wooden légendaire, signé des affreux Jojo de RCCA et fermé en 2009, dont on a conservé la gare pour en faire une Terror House à Halloween. Là-bas, vous trouverez également Bat, un suspended coaster signé Arrow et ouvert en 1993. Vu comme le coaster est délaissé, on pourrait penser que c'est parce que c'est une sombre merde. Eh bien, laissez-moi vous dire que pourtant, il s'agit là d'une très chouette montagne russe, rien à voir avec son homologue Iron Dragon à Cedar Point. Bat est un grand 8 long de 716 mètres, haut de 23 mètres et atteignant la vitesse de 82 km/h. Et ce qui fait le charme absolu de cette bécane, en dehors de sa rareté, c'est déjà sa première descente qui donne une vitesse de gogol au train que le coaster réussira à conserver tout du long. Et qui dit suspended dit balancement, et à cette vitesse, l'angle de balancement des nacelles est vraiment très prononcé, faisant qu'on a systématiquement l'impression qu'on va s'éclater à pleine balle dans un support ou dans un arbre, et qu'on s'estime presque miraculé lorsqu'on constate qu'on en est sorti indemne. C'est vraiment très amusant, hyper déroutant, c'est du fun en barre, et bien que ce soit très court, chaque ride est un sacré moment de stress et de poilade. Puis pour ne rien gâcher, le coaster nous dispense du très pénible lift de fin de parcours permettant généralement aux suspended de regagner la station en fin de ride, et ça j'avoue que c'est aussi un sacré bon point. Tiens, pour changer des coasters, est-ce que vous pensez qu'il serait temps d'aller nous attaquer à Drop Tower, la Gyrodrop Intamin ouverte en 1999? Ah bah, je veux mon neveu. Drop Tower est donc une tour de chute libre disposant d'une nacelle rotative, avec une chute s'effectuant sur 80 mètres. Sachez tout d'abord que pour les grands, les harnais ne sont pas les plus ergonomiques qui soient, étant donné que mon mètre 91
Jones avait un peu de mal à se placer confortablement dans les sièges lorsque le harnais était fermé. Disons que ça appuyait quand même un peu sur les épaules. En dehors de cela, cette tour de chute est excellente. C'est bien mieux que les tours Funtime qui sont déjà de très chouettes rides, mais la version Intamin s'illustre dans la puissance de sa chute qui donne l'impression de se faire aspirer comme une merde vers le vide et donc de faire plus que tomber, c'est-à-dire de se faire carrément projeter vers le bas. C'est donc ici une excellente attraction que je vous recommande chaudement. Bon, je vois que l'interlude Flat Ride n'a que trop duré, il est donc grand temps de nous attaquer à un autre coaster de Kings Island, j'ai nommé Invertigo, qui, comme son nom l'indique, est un Invertigo Vekoma ouvert en 1999. D'ailleurs, on constatera assez amusé que ce rail jaune sur la devanture d'entrée correspond à la couleur du ride avant qu'il ne soit repeint, qui était alors jaune. De fait, la devanture n'a jamais été mise à jour, un détail qui n'aura pas échappé à Tonton Doubic. On programme ici exactement le même layout que les boomerangs, mais en version inverted, et avec des trains dans lesquels les riders se font face. Comme Triops à Bagatelle, et malgré le fait que ces coasters bénéficient d'une réputation assez engageante, je n'ai pas du tout été convaincu par Invertigo, qui est aussi brutal que laborieux dans ses transitions, qui nous met des taquets à chaque fois que le train entreprend un banking, et qui n'a finalement que pour seul intérêt de faire plus 1. Ah bah ça c'est sûr, quand on compare aux excellents Giant Inverted Boomerang comme Stunfall à Parque Warner Madrid, on n'est pas du tout sur la même tambouille ici. Est-ce parce que l'amplitude des Giant Inverted Boomerang permet au train de mieux aborder les transitions? Ça, l'ingénieur en mécanique que je ne suis pas du tout ne me permettra pas d'y répondre. Bon, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que ça fait un moment qu'on n'est pas allé se faire rafraîchir le museau. Alors poursuivons avec le shoot de chat Intamin ouvert en 1988 et nommé Congo Falls. Congo, c'est bel et bien un film produit par la Paramount, réalisé par Frank Marshall et sorti en 1995. Et c'est aussi bel et bien un film que personne n'a jamais vu. Ce qu'on a par contre bien vu et qu'on n'aurait jamais voulu voir, c'est l'infâme file d'attente du ride qui doit être un véritable cauchemar les jours de forte affluence, étant donné que la file dégueule sur du bitume en mode parc à bœufs sans qu'il n'y ait un pet d'ombre. En ce qui concerne l'attraction en elle-même, c'est un shoot de shot tout ce qu'il y a de plus classique, avec notamment une bosse bien vislarde qui proposera un airtime aussi surprenant que flippant, étant donné que rien ne vous retient à bord. Enfin du coup, c'est rigolo, ça fait décoller le cul, ça mouille, ça rafraîchit, et on n'en demande pas beaucoup plus. Comme je vous le disais plus tôt dans cet épisode, ce qui est très agréable à Kings Island, c'est que même lorsque le parc est désert comme aujourd'hui, toutes les animations sont maintenues aussi bien dans les rues que dans les restaurants. Et ça, c'est vraiment un truc à mettre au crédit du parc. Par exemple, ici, nous aurons eu droit à ce musical joué devant très peu de personnes, mais néanmoins assuré de A à Z, les performeurs assurant le show alors qu'il n'y avait pas franchement grand monde pour assister à leurs envolées lyriques. Le seul bémol ici étant le prix des bières, parce qu'à 11 ou 12 balles la canette, je suis pas sûr qu'on se colle une murge dans le Fest House. Allez, comme vous êtes bon en calcul mental et comme vous comptez les cartes au casino alors que c'est interdit, vous n'êtes pas sans vous être rendu compte qu'il nous reste un crédit à découvrir. Et ceux qui n'ont pas besoin de compter se seront tout de suite aperçus qu'un coaster légendaire manque ici à l'appel. Eh oui, bien vu, je veux évidemment parler de The Beast, un wooden coaster ouvert en 1979. The Beast, c'est une véritable institution locale et une pièce maîtresse du monde des roller coasters. Et ce monstre, on va tout de suite le remettre dans son contexte, parce que quand on sait que ce wooden date de la fin des années 70, on se dit qu'on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler une prouesse. The Beast est donc un terrain wooden coaster long de 2243 mètres, ce qui fait qu'il est actuellement toujours le wooden coaster le plus long du monde. S'agissant d'un terrain, il fait 33 mètres de hauteur, mais sa plus haute descente s'enfonce dans la vallée et fait 43 mètres de haut. Concernant la vitesse, celui-ci atteint les 104 km/h. Le ride occupe une superficie hallucinante puisqu'il s'étend sur 14 putains d'hectares. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du bousin. Et vu qu'il se trouve en pleine forêt et qu'il sort complètement du parc, tu ne perçois jamais où en est la limite. 2 années de travail ont été nécessaires pour designer ce coaster sans jamais pouvoir céder de quelconque technologie informatique. The Beast, c'est du papier, des mathématiques appliquées et du génie à l'état pur. 2 jours, le ride est déjà très impressionnant dans ce qu'il a à nous proposer. The Beast, c'est un coaster qui invite au voyage, un coaster qui est vraiment un pur morceau de bravoure à l'américaine. Un wooden qui traverse la forêt à toute vitesse, qui s'engouffre dans de multiples tunnels à l'intérieur desquels la caisse de résonance vous prend comme si vous vous retrouviez poursuivi par le fameux monstre. C'est un véritable pont en bois absolument gigantesque que le coaster traversera sous l'œil médusé et ébahi du rider qui posera ses fesses dessus pour la première fois. Bordel, mais c'est à croire que Clint Eastwood va nous attendre au bout comme dans Sur la route de Madison. Bonjour, je suis Clint Eastwood. J'aimerais te prendre en photo.
The Beast, c'est une multitude de branches effleurées, c'est un tracé qui s'enfonce à vous désorienter suffisamment pour ne plus savoir où vous situez sur la carte, c'est encore des tunnels à se demander combien on en traverse, c'est des moments de calme et des moments d'accélération soudaine au détour d'une colline, c'est un deuxième lift grimpé qui vous dit comme un forain de la foire du trône que bah, si vous n'en voulez plus, eh bien il y en a encore, c'est une chute rectiligne et absolument jouissive qui plus est effectuée avec une vitesse pas possible en direction d'un tunnel dont l'accès vous attend à peine ouvert et à l'intérieur duquel vous vous engouffrerez tout pétaradant et sans avoir votre mot à dire. C'est une nouvelle caisse de résonance à vous faire éclater les tympans à bord de nouveaux tunnels de bois que vous traverserez durant une hélice interminable et très intense. Bref, The Beast, c'est un peu l'histoire de la vie, avec ses hauts, ses bas, ses fulgurances, ses moments de lenteur, le calme, l'euphorie, la peur, la plénitude, mais surtout la certitude d'avoir raidé quelque chose de grand dont on ne comprendra la grandeur qu'après avoir digéré le tout, sans doute bien aidé par le retracking qu'a subi la bête pour en améliorer le confort. Ça, c'était Beast de jour, mais comme chacun sait, Beast, ça se dévore de nuit, alors nous y reviendrons un peu plus tard. Et justement, puisqu'il s'agit d'attendre la tombée de la nuit et qu'il y a quand même suffisamment de choses à faire à Kings Island pour nous occuper, nous nous relancerons à l'assaut de rides que nous avons appréciés, à savoir Mystic Timbers, Banshee, Diamondback, Drop Tower, en zappant malheureusement Delirium, le Giant Frisbee Us qui est pourtant un flat que j'apprécie beaucoup, et en faisant également Windseeker, le Windseeker mondial pour lequel je n'ai pas de plan à vous proposer. Nous serons également allés refaire Racer et aurons tenté de redonner une chance à Flight of Fear et Orion, pour lesquels notre avis n'aura absolument pas changé, et c'est bien dommage. Allez, l'heure approche, le crépuscule commence à s'allonger sur le parc, et visiblement, les locaux sont au courant qu'il y a quelque chose à ne pas rater à Kings Island à la nuit tombée. Et ce quelque chose, c'est Beast de nuit. Car oui, la file d'attente pour la bestiole commence à sérieusement s'allonger. Et c'est plutôt évident, étant donné que le ride de nuit de Beast est clairement une tradition dans la région. Ici, tout le monde sait que c'est LE truc à faire. Et mieux que ça, vous trouverez dans la gare du coaster, ainsi que dans le parc, ainsi même que dans l'état de l'Ohio, des publicités pour Beast à Kings Island, vous disant « Venez expérimenter le meilleur ride de nuit de votre vie ». Ah bah là on est d'accord, c'est toute une promesse, et croyez-nous que les promesses, faut pas nous les faire à l'envers. Le parc fermant à 22h, l'accès aux files d'attente n'est plus possible dès 22h. De fait, pour ne pas vous faire avoir, lancez-vous dans la file du coaster avant l'heure de fermeture du parc. À Kings Island, il y a un spectacle nocturne joué chaque soir, avec show de fontaine, mapping, pyrotechnie et drone. Et vu que le pas de tir du feu d'artifice ainsi que la base des drones se situe non loin du tracé de Beast, le ride ne tourne plus 30 minutes avant le show et jusqu'à 15 minutes après. Ce qui fait qu'il y aura environ 1 heure d'interruption entre le moment où le dernier train de Beast partira avant le show et celui où le premier train repartira après le show. Mais qu'à cela ne tienne, ça vous permettra de voir une bonne partie du spectacle depuis la file de Beast qui donne un beau point de vue sur toute la partie drone et pyrotechnie, qui est ma foi une franche réussite et la première fois que je voyais un spectacle de ce type en dehors d'un parc Disney. Ici, 50e anniversaire du parc oblige, le show retrace l'histoire de Kings Island et on peut leur concéder que c'est très joliment fait. Bon, maintenant le show se termine et il va donc être grand temps de découvrir Beast de nuit, dont on a pu nous dire tant de bien, y compris des Américains présents dans la file qui ont compris qu'on découvrait la bestiole pour la première fois de nuit. Et alors de jour, c'est déjà une expérience, mais de nuit, Beast devient une expérience de ride de classe mondiale. Pour bien vous aider à vous mettre dans les conditions, le lift du coaster sera gravi avec des projecteurs pointés sur la gueule des riders. On se demandera dans un premier temps pourquoi ce stratagème, et la réponse deviendra très vite évidente. Ils veulent nous éblouir pour que la sensation de ne rien y voir en fonçant à toute berzingue à travers les tunnels et la forêt soit encore plus présente. Et puis de toute façon, croyez-moi qu'il n'y a pas un pet d'éclairage sur tout le parcours. La seule lueur qui nous était donnée à voir était celle de la lune, d'ailleurs pleine ce soir-là, qui épaississait suffisamment la forêt pour qu'un voile blanc caresse les arbres tout en ne faisant que se détacher les silhouettes de ceux-ci. De fait, entre le bruit assourdissant du Wooden, la vitesse, le défilement des silhouettes d'arbres, le fait de foncer à toute allure sans rien pouvoir anticiper à cause de l'obscurité, ça donne vraiment l'impression d'être poursuivi par un monstre, et c'est là que ce Wooden Coaster prend tout son sens. Et je peux vous dire que lorsque vous cumulez le passage sur le pont de nuit, le fait que le coaster s'éloigne si loin du parc pour aller nous perdre dans la forêt, les moments où la lune fait baigner tout l'environnement dans sa lueur blanchâtre, ceux où on se retrouve dans l'obscurité totale quand on est sous les arbres, qu'on traverse des tunnels, le sentiment de vitesse décuplé dû à la dite obscurité, on tient vraiment là quelque chose de fantastique. Après le second lift où ils nous remettront un bon coup de projecteur dans la gueule, on retrouvera la gigantesque drop qui s'ensuit, qui ne fait véritablement qu'accélérer, ainsi que le passage dans les 2 tunnels de bois franchis à pleine vitesse avec la lueur de la lune qui passe à travers les stries, avec le bruit assourdissant du bousin et la désorientation induite par l'obscurité. Ah ouais, là on est sur quelque chose de totalement magique et on a vraiment l'impression qu'il y a une communion qui s'exerce entre nous et le coaster. Il s'agit tout simplement du meilleur ride de nuit que j'ai fait de ma vie. La publicité ne ment
mentez pas, c'est une expérience unique comme il n'en existe nulle part ailleurs. C'est véritablement une expérience sans pareil et qu'on ne retrouve que dans ce parc. Ce Grand 8, y a pas d'airtime, y a pas de gélatero, y a que de la vitesse, mais sur un terrain coaster dans un tel environnement, c'est juste complètement dingue. De nuit, c'est simple, Beast devient l'un des meilleurs wooden du monde. Aucun mot ne suffira à rendre justice à cette expérience. On ne peut comprendre à quel point c'est dingue tant on ne l'a pas expérimenté soi-même. C'est un ride qui restera à tout jamais gravé dans nos mémoires, et que ce soit les copains ou moi, on était tous unanimes là-dessus en quittant la station du coaster. Et d'ailleurs, on avait bien du mal à redescendre de notre nuage après le tour. On n'arrêtait pas d'en débriefer et de se dire à quel point c'était incroyable. On avait du mal à se dire qu'on venait vraiment de faire un truc aussi dingue. Et c'est aussi pour ces moments suspendus dans le temps, pour ces moments de magie absolue, qu'on se dit que cette passion est probablement la plus belle du monde. En tout cas pour moi, ça l'est. Et c'est donc sur ce ride très chargé en émotions que s'est terminée notre journée à Kings Island. Au global, qu'as-tu pensé du parc, Dubik? Eh bien, pour commencer, je peux vous affirmer qu'on y a passé une excellente journée, alors qu'on s'attendait vraiment à visiter un parc Six Flags avec des rides posés à la va comme je te pousse et de grandes allées bitumées sur lesquelles on cuirait toute la journée. Alors, il y a parfois de ça à Kings Island, mais vraiment pas que. Le parc est propre, le parc est vert et il est notable que des efforts de plus en plus conséquents sont effectués afin d'habiller les attractions. Je ne vous ai pas parlé de notre pause culinaire, mais on a évidemment bouffé des trucs très gras mais qui n'étaient pas pour autant dégueulasses. Enfin, en tout cas, si on remet tout ça en perspective avec ce qu'on peut bouffer dans d'autres parcs américains, on va se dire qu'ici, on n'avait pas à se plaindre. Tout comme Cedar Point, si vous n'aimez pas les coasters, vous ne trouverez clairement pas votre compte dans ce parc, Kings Island basant la très grande majorité de son offre là-dessus. Mais ça, c'est une offre typiquement américaine, parce que contrairement à chez nous, il y a un public pour ça. Les roller coasters sont vraiment ancrés dans la culture. Et même les plus jeunes bambins sont habitués très tôt à se lancer à bord de grosses machines, dès lors que la taille le leur permet. Nous avons clairement été très agréablement surpris par le parc, déjà pour la qualité de ses opérations, avec des rides qui tournaient tous à pleine capacité alors qu'il n'y avait personne dans le parc. Toutes les attractions étaient ouvertes, tous les restaurants étaient ouverts, les animations de tout type étaient maintenues, que ce soit dans les allées ou dans les bâtiments dédiés, et le parc est vraiment très bien achalandé. On est resté sur place de 10h à 23h30, le temps de pouvoir faire notre tour de Beast après le show, et on aurait même pu continuer à enchaîner du Beast, du Banshee, du Diamondback ou du Mystic Timbers si ça avait été possible. De fait, si vous planifiez un trip US, que vous aimez les coasters et que vous passez par l'Ohio, il vous faudra absolument faire étape à Kings Island pour découvrir ce parc qui aura suffisamment d'arguments pour vous convaincre. Et vraiment, je n'ai absolument aucun doute à ce sujet. On s'attendait vraiment à découvrir un parc sans âme particulière et sans atmosphère, et on a été cueillis parce que le parc avait à nous proposer. On y a passé un très bon moment et on était à des années-lumière de ce qu'avaient à nous proposer les parcs Six Flags. Ah bah c'est simple, hein, y a des Six Flags desquels on est parti plusieurs heures avant leur fermeture, alors qu'ici on aurait pu rester et rider encore et encore si on en avait eu la possibilité. Une chose nous a véritablement frappé, c'est la qualité des opérations, et pas uniquement sur les gros rides. Le parc était vide et pourtant, non content de sortir un maximum de trains disponibles sur chacune de leurs montagnes russes, eh bien ils avaient sorti 2 trains sur Woodstock Express, le petit wooden PTC pour les gamins, et ça c'est vous dire vraiment l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle. À ce niveau-là, on était vraiment au niveau d'Europa Park, qui est une référence en la matière. Depuis notre dernière visite, quelques petites nouveautés ont fait leur apparition dans le parc, avec notamment en 2023, eh bien Soul Spin, qui n'est autre qu'un Endeavour Zamperla, ou encore Cargo Loco, qui est un Midity Cups lui aussi signé Zamperla. En 2024, on a eu droit à un petit coaster pour la famille, à savoir Snoopy's Subbox Racers, un Family Boomerang Vekoma, clone de Boomerang à Energylandia. Pour 2025, on aura droit à River Racers, un Drilling Master Blaster signé Whitewater West, qui ouvrira donc à Sauk City, Sauk City étant le parc aquatique de Kings Island, parce que comme tout parc américain qui se respecte, Kings Island possède lui aussi son parc aquatique. Kings Island est donc un parc à découvrir obligatoirement en cas de trip dans cette région des États-Unis, avec un catalogue en termes de roller coaster suffisamment étoffé pour y trouver de la variété dans les sensations. Quand bien même on pourra toujours se questionner sur la pertinence d'Orion par rapport à Diamondback, surtout quand on sait que c'est le coaster le plus petit et le plus ancien des deux qui est le meilleur. Ce qui me fait penser que c'est totalement l'inverse à Carowinds, parc dans lequel ils ont fait exactement la même chose avec 2 hyper BM placés l'un à côté de l'autre, et donc là-bas, Fury 325, le plus récent et le plus grand des deux, fout une énorme branlée à l'autre hyper BM qui s'appelle Thunder Striker, donc l'ex-Intimidator, qui est donc présent dans le même parc et qui fait vraiment pas le figure à côté. Mais tout ça, on reviendra dessus dans un épisode consacré à Carowinds. Mais enfin voilà, qu'entre Diamondback, Banshee, Mystic Timbers, Beast et surtout Beast de nuit qui est absolument incroyable, eh bien ça vous fait 4 vraies bonnes raisons de visiter Kings Island. Alors n'hésitez plus et foncez-y les yeux fermés. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Kings Island. J'espère évidemment qu'elle vous a
a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager. Ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous quitterons l'Ohio pour nous rendre dans l'Indiana, où nous découvrirons un parc placé sous le signe des festivités de type Thanksgiving, Halloween et autres fêtes nationales, j'ai nommé Holiday World. Et jusqu'à cette visite d'Holiday World, parc situé dans la ville de Santa Claus, c'est pas une blague, Santa Claus ça veut dire Père Noël en anglais, ça s'invente pas, et d'ailleurs cette vidéo sortira pendant les fêtes de Noël, et ça s'invente pas non plus. Et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Area. Don't go in the shed. This is a restricted area. This is a don't go in the restricted. Go in the shed. Go in the shed. Go in the shed.